dans la course au leadership mondial entre les États-Unis et la Chine, tous les coups semblent aujourd'hui permis, et pour tous les types de guerres, c'est ce que nous a très bien décrit Alain Bauer, que ce soit les guerres commerciales, technologiques, minières ou encore idéologiques, l'Europe semble désarmée et surtout sourde au risque de décrochage. Elle continue de défendre ses valeurs et le droit international, mais refuse d'entrer comme il se devrait dans ces nouveaux rapports de force qu'elle subit pourtant de plein fouet. Les Français semblent d'ailleurs particulièrement dans le déni. Pourquoi refusent-ils la réalité économique et sociale de notre pays ? Ils ne font plus d'enfants, mais ils ne veulent pas travailler plus tard pour financer leur régime de retraite. Ils consomment chez Chine, par exemple, mais revendiquent le Made in France. Et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples sur nos propres contradictions. Philippe Lolani a parlé aussi des actualités autour du narcotrafic, des derniers propos du chef d'état-major. Bref, beaucoup de thématiques aujourd'hui que nous allons essayer de développer ensemble. Dans un premier temps, votre constat à chacun, et puis dans un deuxième temps, nous essayerons de développer vos préconisations, vos priorités pour la France et l'Europe. Pascal Boniface, je vais commencer avec vous. Les États-Unis de Donald Trump, est-ce que c'est le défi actuel le plus important pour nous, Européens, dans le sens où il met fin au concept de monde occidental et surtout au monde tel qu'il a été construit depuis la Seconde Guerre mondiale ? Oui, tout à fait. Alain Bauer a dit tout à l'heure qu'on n'aimait pas voir ce qui existait, qui nous déplaisait. En fait, le monde occidental n'existe plus. Donald Trump le claironne, dit que l'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis, que l'Union européenne est l'ennemi des États-Unis et nous demande toujours la protection des États-Unis contre la Russie, qui veut également nous subvenir. Donc en fait, il y a une entente directe entre Trump et Poutine, et le plan qu'il a annoncé pour l'Ukraine est en fait un plan russe qu'il a repris à son compte, et nous sommes encore à parler du monde occidental. Donc le monde dans lequel nous avons vécu depuis 80 ans, qui est un monde basé sur le droit international, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, nous avons un président américain qui dit « Je ne veux pas de droit international parce que le droit, c'est fait pour les faibles. Et le droit vient gêner la puissance américaine, je m'en débarrasse, je ne veux pas de l'ONU, je dis que ça marche pas, y compris les escalators. » Et quant au monde occidental dans lequel on vit depuis 80 ans, donc tout ce qui est à l'ouest du rideau de fer, tout ce qui nous a fait, ça n'existe plus. Et nous sommes dans un déni total de réalité, puisque Madame van der Leyen est allée à Thornbury ou à Canossa, enfin elle n'a pas attendu 3 jours les pieds dans la neige que l'empereur lui pardonne, pour négocier un accord qui était totalement distordu et à notre désavantage, et remercier le président américain d'avoir rééquilibré les relations entre l'Europe et les États-Unis alors qu'il les avait déséquilibrées à son avantage. Donc le monde occidental n'existe plus, tout le monde le voit, sauf nous, et donc si on commence pas à faire le constat de la réalité, il sera difficile de trouver des solutions. Et nous avons sur bien des points, en fait, on parle un peu d'autonomie, mais on ne s'y applique pas. Et nous sommes toujours à dire, on va plutôt acheter des armes américaines pour nous protéger. Donc en fait, on fait comme si rien ne s'était passé. Le monde a changé en un mois, lorsque Trump a pris le pouvoir en janvier 2025. Et nous pensons encore que nous avons un monde occidental qui doit faire face à la Chine, à la Russie, au sud global, alors qu'on doit le faire seul. On doit le faire seul, nous, Européens. Mais comme on est dans le déni de réalité, c'est un peu difficile. Mais est-ce qu'on est en mesure de résister à l'administration Trump ? On voit bien les bras de fer qui sont engagés sur le monde digital, les droits de douane. Si le Brésil peut tenir tête à X et à Elon Musk en disant « Vous ne pourrez pas opérer chez nous sans mon accord, et si vous n'êtes pas d'accord, je coupe l'accès », et que Elon Musk vient se rendre aux conditions de Lula, pourquoi un marché de 450 millions d'habitants qui est l'un des plus riches du monde ne pourrait pas le faire? Donc en fait, il y a une sous-estimation. En fait, nous avons tellement peur de la Russie que nous sommes prêts, nous paniquons par rapport à Poutine, et donc nous sommes prêts à accepter n'importe quoi de la part des États-Unis en espérant une protection. On est coincé entre la peur que suscite Poutine chez nous, peur qui correspond à une menace réelle, mais que l'on fantasme aussi beaucoup, et Trump qui profite de la peur que Poutine suscite chez nous pour venir finalement nous... Trump méprise les faibles et nous agissons de façon faible avec lui, donc il va encore plus nous mépriser et encore plus nous spolier. Stéphane Villers,
D'un point de vue économique, on voit que l'administration Trump donc opère une rupture profonde avec notre système libéral. On substitue finalement le libéralisme économique au protectionnisme, plutôt l'inverse, et on fait désormais primer donc la force dans les négociations commerciales. Face à ces bouleversements, l'Europe est donc prise en étau entre deux menaces, la Chine à l'est et à l'ouest, l'abandon du soutien stratégique des États-Unis. Les Français, les Européens, selon vous, sont condamnés à subir ? Non, déjà, en fait, moi, je suis pas aussi pessimiste. Pourquoi ? Parce qu'il faut revenir au fondement de la création de l'Union européenne. Au départ, c'était créer une vaste zone de libre-échange pour développer notre commerce intrazone. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait. 63% de nos exportations sont faites intrazone. C'est-à-dire qu'on commerce entre nous. Et c'était quand même l'objectif. Et si on regarde nos exportations vis-à-vis des États-Unis, elles ne représentent en réalité que 7%. Donc on voit bien que 15% de hausse de droits de douane, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a effectivement des secteurs qui sont plus impactés que d'autres. On pense bien sûr pour la France au luxe, aux cosmétiques, aux vins spiritueux. N'empêche que 7%, c'est pas, en fait, on va pouvoir s'en sortir. Et déjà, la semaine dernière, la Commission européenne l'a dit. On voit bien que ces hausses de droits de douane n'ont pas totalement déstabilisé la croissance européenne. La croissance européenne est faible, mais pour d'autres raisons. Pas à cause de ces droits de douane, parce qu'en fait, en réalité, on peut essayer de compenser et aller chercher des débouchés ailleurs. On regarde ce que font les États-Unis, la Chine bien sûr, on le voit bien à travers Chine, essaye de déverser son surplus de produits qu'elle n'a pas réussi à vendre aux États-Unis, elle le met en Europe. C'est aussi un problème pour l'Europe, mais qui vient pas véritablement, qui vient de notre manque, de notre capacité à nous protéger. Mais finalement, les droits de douane, c'est pas ça vis-à-vis des États-Unis, c'est pas ça qui va nous mettre en situation récessive. Pourquoi ? Parce que ça représente finalement très peu et on voit bien tout l'intérêt de continuer à dynamiser notre commerce au sein même de l'Union européenne. Pascal Boniface, vous vouliez réagir ? Oui, économiquement, c'est pas très grave. C'est le signal politique qui est grave. Parce que lorsque Trump essaye d'imposer quelque chose à la Chine dit pas question et Trump cède. Et quand Trump veut nous imposer quelque chose, nous cédons. Et ce message d'avoir cédé, il est vu dans tous les pays, dans tous les autres. Tous les autres ont vu qu'on a cédé. Même si économiquement ce n'est pas très cher, politiquement, géopolitiquement, le coût est très important. Si c'est cher, dit Arnaud Montebourg. Juste pour finir, Stéphanie Villers. C'est la vraie facture. On va revenir sur la vraie facture, mais effectivement, globalement, quand même, on peut dire que ces droits de douane, ils menacent la croissance mondiale. Stéphanie Villers. Alors, je pense que si on doit parler des menaces vraiment qui nous font face, c'est véritablement le défi technologique. Et là, ça vient des États-Unis. Alors, on voit que les États-Unis, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, sont bien en amont, en fait, sont avancés par rapport à nous. Et on a déjà vécu la révolution numérique où la France et l'Europe s'est fait complètement vassaliser par les mastodontes américains du numérique, les GAFAM. Et là, la vraie question, c'est est-ce que rebelote, on va de nouveau se faire de même vassaliser par toutes ces nouvelles technologies, parce qu'on voit bien que les États-Unis, la menace pour moi, c'est pas Trump, c'est la technologie qui se déploie aux États-Unis avec les moyens qui sont effectivement déversés sur ces entreprises innovantes qu'on n'arrive pas à faire en fait en réalité en Europe. Je pense que on voit bien que l'Europe est secouée. On comprend que chaque entité, chaque nation qui constitue l'Europe, c'est des petites économies de taille intermédiaire. On ne pourra pas faire face à la concurrence chinoise et américaine. Donc on n'a qu'une seule issue, c'est de effectivement se déployer au niveau européen. On sait, on l'entend, mais c'est une réalité. C'est-à-dire si on doit aller vers plus d'autonomie dans la défense, dans les technologies, dans la transition écologique, il faut bien sûr en fait des moyens qui se trouvent au niveau européen. Mais on verra plus tard. Mais je pense qu'en plus on les a les moyens.
Arnaud Montebourg, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, donc, les Français et plus globalement, plus largement les Européens seraient donc en voie de devenir, d'une part, les vassaux économiques des Chinois et d'autre part, les vassaux numériques des Américains, des GAFAM? Alors, nous sommes une colonie numérique des États-Unis depuis longtemps, parce que nous l'avons accepté. Ça, c'est l'état de la situation. Le rapport Draghi donne les chiffres. Il dit, écoutez, l'économie réelle américaine, l'économie réelle européenne, ça se vaut à peu près, mais il y a un pompage de valeur par les services numériques qui fait que 30% de la valeur migre dans la tech américaine, qui elle-même, par sa capitalisation boursière, attire 300 milliards d'épargne des Européens vers les États-Unis pour la financer. Et après, la tech américaine renforce ses positions, fait leur shopping dans nos entreprises et accroît la dépendance dans laquelle nous sommes. Donc, cette mécanique-là, on aurait pu imaginer qu'elle serait un jour brisée par la volonté politique, c'est-à-dire avoir des dirigeants européens à la hauteur de la situation mondiale. Ça n'a pas été le cas. Alors ça s'est cristallisé sur le fameux Thornberry Deal. Je ne sais pas pourquoi on emploie le mot deal. Deal, il y a des contreparties, mais enfin si on regarde la facture, je dirais juste un mot. Donc vous avez 15% de droits de douane, plus par la perte de l'indépendance de la Fed, une manipulation du cours du dollar, ça fait 12%, donc on est déjà à 27%. Vous ajoutez à ça la suppression des droits de douane qui existaient quand on était à 5,2 des produits venant des États-Unis sur l'Europe, on passe à 0 quand même. Donc vous mettez 27 plus 5, on est déjà à 32. Voilà, on est à 32. C'est ça le prix. Par ailleurs, il a été demandé d'augmenter la migration de l'épargne, donc le racket sur notre épargne, par les États-Unis sur l'épargne européenne de 300 milliards. Et Madame von der Leyen a signé en bas à gauche, elle n'a aucun pouvoir de le faire, mais enfin elle a envoyé un signal politique au reste du monde. À cela s'est ajouté l'obligation d'acheter 750 milliards d'hydrocarbures de gaz de schiste qu'on s'interdit d'exploiter sur le sol européen. Donc, et aujourd'hui, on doit être à 200 milliards, donc fois 400 milliards. Donc cette opération est une opération de raquette et de pompage de notre richesse. Et vous avez aujourd'hui des dirigeants politiques, et quelle est la contrepartie? Cherchons-la, il n'y en a pas. On nous a dit c'est formidable, on a eu seulement, c'est ce qu'a dit le ministre Lombard. Moi, il m'a convoqué pour me dire, parce qu'il avait vu que je commençais à dire 2 ou 3 choses un peu désagréables sur cet accord. Il m'a convoqué, il m'a dit Arnaud, il faut que je t'explique. On a quand même évité le pire. Je lui dis pardon. Le Canada a obtenu mieux en se tenant droit et en refusant. Le Brésil. Les Chinois ont que le Xi est resté droit comme un i avec sa tête de lézard, et le gars, il a fermé sa bouche. Donc c'est à se demander si on n'a pas besoin d'un Trump nous-mêmes pour pouvoir résister à l'autre, ou au vrai. Donc vous voyez ce qui est à l'heure. Et surtout, comme l'a dit Pascal, le message envoyé aux Chinois, c'est que nous sommes des lopettes. Donc les Chinois, ils ont carte blanche. Donc ils sont partis sur Chine et le textile, ils sont partis sur BYD et l'automobile. Je rappelle l'automobile, Volkswagen a fait un plan social de 35 000 personnes, signé par IG Metall, premier syndicat de la métallurgie allemande. Pourquoi ils ont signé? Parce que sinon c'était 65 000. Bosch, 11 000. Et ce n'est que le début. Pourquoi tout est en train de tomber là? Vous voyez toutes ces boîtes qui tombent. C'est des boîtes qui travaillent avec l'automobile. Donc nous avons 1 million d'emplois dans l'automobile. On va finir en liquette. Et comme l'a prédit le patron, l'ancien patron de Stellantis, Tavares, qui est très brillant et intelligent, qui comprend les évolutions mondiales et a su adapter son entreprise à ça, contrairement au procès que ses propres actionnaires lui ont fait, il a dit les Chinois vont acheter toutes nos entreprises et vont partir avec les usines, les brevets, et laisseront les usines sur le carreau. Donc nous sommes en situation de danger maximal sur la capacité à continuer à vivre libre. Voilà, c'est ça le sujet. La question de produire ici, merci au groupement que dirige monsieur le directeur général,
est un signal, j'allais dire, si on avait des directeurs généraux dans tous les secteurs, comme celui que nous avons dans la carte bleue, je vais vous dire, la France sera en pleine forme. Non, mais c'est... Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Carte bleue, pardon. Oh, excusez-moi, c'est pareil. Les cartes bancaires, oh là 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 là, là vous commencez... Excusez-moi, c'est pareil. Les cartes bancaires. Donc, effectivement, Philippe Lolani, ardent défenseur de notre souveraineté. Jacques Cressel, vous avez plusieurs casquettes. Vous incarnez à la fois le court terme, la consommation, et le plus long terme, hein, les assurances. Est-ce que vous êtes aussi inquiet qu'Arnaud Montebourg, dans ce monde de polycrise? Comment vous gérez le bouleversement total de tous les business models, en fait? Quand je compare ce que nous sommes en train de dire à ce que j'ai eu le plaisir de dire dans cette salle il y a 2 jours, parce que j'étais un de ceux qui étaient face au Premier ministre pour parler du budget. Je vois, ça montre à quel point ce que vous disiez à l'instant est vrai. En gros, si je résume, l'Europe perd pied et la France perd pied à l'intérieur de l'Europe. Malheureusement, tous les chiffres sont là pour le montrer. Et on a un peu tendance à se gargariser d'un chiffre par hasard, par exemple celui du dernier trimestre qui était un peu meilleur globalement. La réalité, elle est qu'effectivement, sur beaucoup de sujets, l'Europe est en train aujourd'hui de reculer de manière forte. Et nous, on est, à cause de nos sujets politiques du moment, plutôt à discuter de ce qui se passe le lendemain, plutôt de discuter de ce qui va se passer demain, après-demain et autres. Et pour moi, c'est d'autant plus grave, si je me place du côté des entreprises, que les entreprises, d'abord, elles sont rentrées dans un monde qui n'est plus un monde normal. Ça fait 5 ans qu'on est en crise successive. Il y a eu les gilets jaunes pour le commerce, ça a été un sujet majeur. Vous avez eu le Covid, vous avez eu l'Ukraine, vous avez eu la crise de l'inflation. On voit bien tout ce qui se passe du côté géopolitique aujourd'hui. Ça veut dire que pour un chef d'entreprise dont le métier est d'investir, et donc de prendre des risques sur le moyen ou long terme, à partir du moment où en permanence, chaque année, il se passe quelque chose de nouveau qui remet fondamentalement en cause ses conditions de travail, ça devient extrêmement compliqué. Si vous ajoutez à ça le fait que quasiment tous les business models aujourd'hui, de tous les secteurs, sont remis en cause en même temps. C'est ça qui est frappant. Ce que vous disiez sur l'automobile est tout à fait vrai. En gros, la valeur ajoutée avec l'électrique est partie hors d'Europe. Mais vous prenez le commerce avec ce qui se passe avec Chine pour le moment. Vous prenez ce qui était dit par Philippe tout à l'heure sur les sujets financiers. Je suis président d'une compagnie d'assurance. On est en permanence à se poser les questions de l'évolution du modèle. Vous prenez la même chose sur la chimie, sur la métallurgie, sur toute l'industrie. Tous les secteurs sont en profond changement en même temps des business models. Donc ça veut dire qu'il faut investir plus dans un monde qui devient non seulement incertain, mais je dis souvent qu'on est passé de l'incertain à l'inconnu. La preuve d'ailleurs, c'est qu'un certain nombre de sujets aujourd'hui ne sont même plus assurables. Quand c'est assurable, c'est parce qu'on sait quantifier l'incertitude. Aujourd'hui, on ne sait plus forcément quantifier l'incertitude. Qu'est-ce qui n'est plus assurable aujourd'hui? Vous prenez, par exemple, sur le plan écologique, on voit bien ce qui est en train de se passer tous. En même temps, personne ne sait exactement la vitesse à laquelle ça va se passer et ce qui, globalement, va... quels moyens et si on a une capacité à agir pour aller contre. Ça se traduit pour les individus par le sujet des argiles, par toute une série d'éléments de ce type-là, mais ça se traduit pour beaucoup d'entreprises par l'incapacité aujourd'hui à faire face à effectivement une transformation complète du monde qui fait qu'on ne sait pas si on vivra encore demain. Même chose du côté économique. Je préside un comité des risques aujourd'hui. Savoir ce qui peut se passer en matière de taux d'intérêt et d'inflation, très franchement, ça devient extrêmement compliqué. Or, par définition, vous gérez des actifs en fonction de ces 2 éléments-là, et qui en plus n'obéissent plus forcément aux mêmes logiques qu'il pouvait y avoir auparavant. Sur le plan technologique, c'était évoqué tout à l'heure, l'intelligence artificielle, pour moi, est en train de transformer absolument tout dans les métiers, dans les organisations et autres. Comme disait Bill Gates, sur toutes les ruptures technologiques, ça met toujours beaucoup plus de temps à arriver que ce qu'on pensait, et ça se met en place beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait.
Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer globalement. Et donc, à partir de là, on est en plus dans des technologies pour lesquelles un certain nombre de dirigeants n'ont pas eux-mêmes la connaissance de ce qui va se passer, parce que les choses vont extrêmement rapidement. Donc, on est dans un monde complètement transformé, avec en plus des évolutions sociologiques sur lesquelles on pourra revenir et autres, le rapport au travail qui change, le rapport à la connaissance qui change, le rapport au collectif qui change. Le débat sur les retraites, c'est un rapport au collectif qui est en train d'évoluer. Chacun se dit, regardez sur les réseaux sociaux, pourquoi je paierais les retraites de mes parents ? Donc ça veut dire que c'est la société elle-même qui est en train de complètement être mise en cause. Et une fois qu'on est dans tout ceci, on voit bien qu'on a besoin de recréer un récit, on a besoin de remettre de l'ordre un peu dans tout ça, et je pense qu'on en parlera par la suite. Et pourtant, Stéphanie Villers, nous avons des atouts. Nous, Européens, nous sommes un des plus gros marchés de consommateurs au monde. Le marché numérique aussi, un des plus importants au monde. Pourquoi ces atouts-là ne jouent pas en ce moment ? Alors, je voudrais dire, parce que je pense que je joue le seul rôle d'optimiste dans cette pièce, je vais vous donner des chiffres qu'il faut retenir. Dans notre monde capitaliste, néolibéral d'aujourd'hui, ce qui compte, c'est quand même l'argent. Et donc, il faut savoir où est l'argent. Et je vais vous le dire, l'argent, elle est en Europe. Pour autant, on ne sait pas l'utiliser. Regardez ce qui s'est passé en France. En France, depuis 2020, depuis la crise Covid, la dette française a augmenté de 1 000 milliards. On entend partout, c'est passé de 2 000 milliards à 3 000 milliards. Au même moment, l'épargne des Français, l'épargne financière hors immobilier, est passée de 5 000 milliards à 6 000 milliards. Donc on voit bien qu'il y a eu un basculement de l'argent public. En gros, l'État s'est endetté pour donner l'argent aux Français, aux ménages français. Le taux d'épargne est record. On a 19% d'épargne sur le revenu disponible brut. C'est du jamais atteint. En fait, en réalité, cet argent d'or est bloqué. Il finance très peu de choses, à part la dette française, ou les États-Unis. Parce que ça se retrouve aussi au niveau européen. Si on cumule l'ensemble de l'épargne au niveau de l'Union européenne, c'est la Banque centrale européenne qui donne le chiffre, c'est pas moi, c'est 33 000 milliards d'euros. Pour autant, on ne sait pas financer nos moteurs de demain. Et c'est toute la problématique, et je pense aux jeunes. Si les jeunes aujourd'hui sont dans cette salle et écoutent notre discours, comment ils peuvent se projeter ? Moi, je peux vous dire qu'à partir du moment où il y a des choix, des volontés politiques qui manquent, effectivement, moi, je dirais que l'Allemagne est un problème au sein aujourd'hui de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, il ne faut pas oublier, elle est allemande. Effectivement, elle a trouvé que c'était un très bon accord d'avoir des hausses de droits de douane uniquement de 15% parce que Donald Trump avait imposé au départ des droits de douane à 25% sur l'automobile. Et l'automobile européen, c'est quoi ? C'est de l'automobile allemand. En plus, l'Allemagne va encore jouer cavalier seul. Je vous rappelle que ça fait 2 ans qu'elle est en récession. Et là, le nouveau chancelier dit, finalement, on fait sauter notre orthodoxie budgétaire, on va mettre 500 milliards d'euros dans l'économie allemande. Alors le risque, il est même pas américain pour nous Français, il est même pas chinois, il est allemand. Puisque nous n'avons absolument pas les moyens de relancer notre économie, puisque l'essentiel de notre dette finance notre protection sociale, et on a à côté l'Allemagne, notre partenaire, alors ça va pas se jouer tout de suite, mais sur 10 ans, qui va injecter 500 milliards d'euros, donc qui va relancer son économie dans la transition écologique, dans les technologies et bien sûr dans la défense. Alors voilà, moi je pense que il faut se saisir du sujet. Alain Bauer avait véritablement dit que notre avenir est entre nos mains. Et en fait, en réalité, l'avenir est entre les mains des Français et des Européens. Il s'agirait peut-être de construire, alors ça c'est plus technique, mais il manque en Europe, en fait, un marché unique des capitaux. Si vous voulez, on ne peut pas, aux États-Unis, il y a un seul marché qui investisse dans l'ensemble des startups et qui les dynamise. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a des petits marchés fragmentés. Mario Draghi l'a très bien dit. Il faut construire cette union des marchés des capitaux, d'un marché unique des capitaux, pour justement flécher l'épargne européenne pour financer nos entreprises de demain. Arnaud Montebourg, c'est vrai que sur toutes ces pistes, il y avait le rapport il y a un an de Mario Draghi qui préconisait d'utiliser l'épargne des Européens, de mettre en place un fonds européen d'urgence. Ça, c'est des pistes qui ont été négligées, que vous soutenez ?
Il proposait 800 milliards pour réindustrialiser l'Europe sur les questions technologiques et vertes. Depuis, les Européens ont décidé de mettre 800 milliards dans la défense. En plus, le tout, ça fait 8% du PIB européen. Le budget européen, c'est avec la taxe carbone et contributions des États qui eux-mêmes sont endettés, donc ne peuvent pas continuer à subvenir aux besoins du commun européen. C'est quelques milliards. Donc on voit bien qu'on est dans une impasse politique sur l'application des traités tels qu'ils ont été conçus il y a 30 ans et qui sont tombés dans le formol. Enfin, on applique des... Comme disait le regretté Jean-Paul Fitoussi, on applique des règles, on ne fait aucun choix. Voilà, on préférait faire des choix et n'appliquer aucune règle. Donc c'est ça notre problème. Alors là où j'approuve ce qu'a dit Madame Villers, c'est la vérité pure et simple. Nous sommes un pays, un continent qui vieillit et qui épargne. Et nous ne savons pas utiliser cet argent pour une raison simple, c'est qu'on a le système bancaire le plus processualisé. Je rappelle que les banques sont faites pour transformer l'épargne en investissement. Regardez comment, vis-à-vis des PME, les banques aujourd'hui travaillent. Elles ont quitté le retail, à part les réseaux mutualistes subsistants. Elles se placent sur les marchés. Elles jouent à la roulette pour les subprimes, etc. Et donc, nous avons aujourd'hui un secteur bancaire qui ne correspond pas aux besoins des nations unifiées dans l'Union, et particulièrement en France. Donc la première chose à faire si on veut réindustrialiser, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'éléments politiques qui sont sur la table, qui sont assez portés d'ailleurs de façon consensuelle. S'il faut réindustrialiser la France, retrouver une sorte d'équilibre, prendre la nouvelle génération technologique, reconstituer les richesses perdues dans la dernière période de la mondialisation destructrice, il faut en gros relocaliser 50 milliards de chiffre d'affaires sur le sol national en 10 ans. C'est beaucoup, mais c'est pas impossible. Ce qui justifie 30 milliards d'investissements supplémentaires par an, ça fait 300 milliards en 10 ans. Aujourd'hui, l'économie productive investit 80 à 90 milliards naturellement. Il faut passer à 120. Bon. On a fait France 2030 avec 54 milliards. Bon, il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres peu, moins, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que les quantités sont pas à la hauteur. Et il faut trouver les entrepreneurs qui vont avoir l'imagination, la créativité, enfin, de décider de mettre en œuvre leurs projets. Il y a des projets dans tous les cartons de toutes les entreprises. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas de banque, et on attend. Donc, en fait, il faut qu'on ait un projet de mobilisation de la société autour d'appareils productifs pour réinvestir 30 milliards par an pour constituer le nouvel appareil productif qui sera beaucoup plus vert, beaucoup plus technologique, qui sera beaucoup plus enraciné dans les territoires et qui a pour objectif pur et simple de rétablir la balance commerciale. Le sujet du déficit public, c'est s'attaquer à des conséquences, mais les vraies causes, c'est le fait qu'on n'a pas assez d'activité économique sur le sol national, c'est-à-dire que nous avons un système de protection sociale, de redistribution de pays riches, mais maintenant on a une activité économique de pays pauvres. Donc il faut, c'est pas moi d'ailleurs qui l'écrivais, c'était Bayrou quand il était à la tête du Haut Commissariat, il avait dit par certains aspects l'économie française présente les traits d'une économie en voie de développement. Il était très diplomate avec la France, dont il ne savait peut-être pas qu'il allait s'apprêter à la diriger, mais c'est pourtant cette réalité-là. Donc le sujet, c'est comment on reconquiert produit par produit tout ce que nous consommons. Quand vous regardez la balance commerciale produit par produit, mais je vous assure, c'est le désastre. Et ça, excusez-moi, la croissance, tout ça, c'est bien. Tous les KPI des gouvernements, vous savez, dont ils se gaussent, ils se présentent, regardez, on a une croissance meilleure que ceci. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 23, c'était 100 milliards de déficit, la balance commerciale. En 24, ça va être 85 milliards, et que ça continue. Regardez le déficit maintenant agricole. Donc il faut reconquérir produit par produit. C'est un travail non pas macroéconomique, mais microéconomique, et c'est un travail qui n'est pas que l'œuvre d'un gouvernement. C'est l'œuvre de toute la société qui décide de se remettre à produire nos propres besoins pour garder notre liberté
et assurer notre avenir. C'est un sujet qui demande du leadership, mais aussi une mobilisation de la société, sociétale. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu une sorte de télévangéliste de la question, vous voyez. Ardent défenseur du Made in France. Non, mais c'est pas ça. Ouais. C'est un sujet qui a toujours été minorisé. Made in France n'existe pas. Oui, mais vous voyez bien que les Français sont très contradictoires. Oui, non, ils sont pas contradictoires. Si. Ils sont pas contradictoires parce qu'il est possible Ils ont de envie produire. Made in France, mais ils n'achètent pas le Made in France. Mais parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Pascal Boniface, à quel niveau il faut agir? À quel niveau faudrait-il agir? Est-ce que ça doit être au niveau de la France, au niveau de l'Union européenne? Est-ce qu'il faut renforcer la construction de l'Union européenne? Pour l'instant, l'Union européenne, qui a longtemps été un tremplin pour la France, devient un peu un piège, nous empêche de faire des choses parce que nous n'y sommes plus majoritaires. On a quand même vu pour la première fois le commissaire proposé par le président français refusé, retoqué par la présidente de la Commission. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Et à force de faire des listes européennes où on recase ceux qui n'ont pas été élus aux élections nationales, à force de ne pas s'occuper de l'administration et d'y mettre des diplomates dans les différentes directions, on a beaucoup perdu d'influence au niveau de la Commission européenne et aussi au niveau du Parlement européen. Et donc la France, qui était l'un des moteurs de l'Union européenne, elle n'est pas encore tout à fait dévaluée, elle n'est pas encore, mais on a quand même perdu beaucoup d'influence par manque de méthode, par manque de vision à long terme, et aussi en essayant, pendant très longtemps, on pouvait jouer ces deux rôles, à la fois la cohésion européenne et la spécificité française. Je crois que, en grande partie, dû à la guerre en Ukraine, on a perdu beaucoup de la spécificité française au profit de la cohésion européenne, alors qu'on aurait pu conserver quand même un peu plus celle-là. Mais on s'est dit non, il faut serrer les rangs par rapport à la menace russe. On accuse la France d'être un peu trop pro-russe. Il faut être les premiers à soutenir l'Ukraine. Et donc on s'est tu sur de nombreux sujets où on avait une originalité, où on avait quand même une voix différente, ce qui fait qu'on est moins audible dans le Sud global. Parce que dans le Sud global, auparavant, on apparaissait comme étant un pays occidental, mais qui ne pouvait pas être résumé à cette seule catégorisation. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien, bon, Macron essaie d'avoir des liens avec certains pays, mais quand il veut se faire inviter au sommet des BRICS, on lui dit non, parce que tu es trop occidental. Je pense pas qu'on aurait refusé cela auparavant à Mitterrand ou à Chirac. Et donc, la France a une carte spécifique à jouer par rapport à ce Sud global qui prend de plus en plus d'importance. Il est de bon ton de dire que ça n'existe pas, que c'est un ensemble gazeux. Oui, c'est pas un ensemble cohérent, évidemment, mais c'est un ensemble qui existe et qui veut peser, certains ont des bonnes relations avec l'Occident, d'autres en ont des mauvaises. En tout cas, ce qui les unit, c'est de dire ce n'est plus à l'Occident de décider seul des normes qui seront appliquées, de l'agenda. Et la France était très longtemps en phase avec cela, donc on avait un champ aussi de développement, une aura diplomatique que l'on perd au fur et à mesure. C'est une sorte de pente douce qui nous entraîne. Donc il faudrait qu'on redonne ce souffle à la spécificité de la diplomatie française, à ce que l'on qualifiait auparavant de gaulo-mitterrandiste, qui est parfois brocardé, mais qui avait une vraie existence et qui n'a pas en fait pris fin avec la guerre froide, parce que Chirac l'a incarné à son tour, et ce qui nous valait une popularité dans le monde très forte. Donc c'est ça, bien sûr, l'Union européenne, c'est indispensable, on ne va pas en sortir, mais on est un peu moins l'aiguillon dans cet ensemble qu'on était auparavant. Il faudrait qu'on retrouve ce rôle d'aiguillon dans l'Union européenne et ce rôle un peu d'avocat des sans-voix au niveau du Sud global. Et puis la France a perdu un peu de son crédit à cause de notre situation politique aussi nationale. Alors, il est clair que la situation qui ne joue pas, mais moi, j'étais à l'étranger quand il y a eu les élections, la dissolution, les gens ne comprenaient pas. Ça, je veux dire, j'étais dans une assemblée où il y avait un peu des gens du monde entier, ils me demandaient qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qui se passe chez vous. Parce que l'habitude de la France, c'est un système clair, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, un système d'élection à 2 tours qui donne une majorité claire et nette. C'était ça la Ve République. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est plus là-dedans. Et comme en plus on était habitué à donner des leçons au monde entier, ceux à qui on donnait des leçons ne se privent pas pour ricaner, se gausser, sourire en coin, avoir une joie mauvaise. Effectivement, les fragilités, quand on est fragile à l'intérieur, on a du mal à rayonner à l'extérieur. Jacques Cressel, cette crise politique, elle complique évidemment sérieusement le monde des affaires. Qu'attendez-vous aujourd'hui, vous, du monde politique ? Pardon, excusez-moi. Qu'attendez-vous, vous, aujourd'hui, du monde politique dans cette période de crise ? Moi, j'attends d'abord qu'il faut qu'on retrouve de la stabilité. Je veux dire, avoir un budget, c'est bien. L'important, c'est d'avoir une stabilité. Parce que aujourd'hui, ce qui existe, c'est quelque chose qui est le contraire de ce dont ont besoin les chefs d'entreprise.
Et puis surtout qu'on essaie de... D'abord, j'attends du monde politique qu'il comprenne les grands sujets. Moi, je suis très frappé de voir que quand on leur parle d'intelligence artificielle, quand on leur parle d'un certain nombre de grandes évolutions, moi, quand je leur raconte mes visites chez Alibaba, chez JD et autres, ils n'ont pas fait cet effort, pour la plupart. Il faut qu'ils se mettent alors au meilleur niveau possible de ce qui se passe dans le monde. Il y a des entreprises où traditionnellement les dirigeants doivent passer un certain nombre de jours par an à se former. Je trouve que ça serait quelque chose qui serait utile pour nos responsables politiques parce que je les trouve extrêmement décalés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de très bonnes discussions, mais ils sont effectivement, alors aujourd'hui ils sont dans est-ce que je suis encore là demain matin? Donc ça c'est naturellement la pire des choses possibles. Mais même en temps normal, on a un peu de mal, je suis frappé de la méconnaissance, notamment technologique. Le sujet de la technologie, de l'évolution technologique est totalement clé pour nos évolutions économiques et c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient un message de confiance aussi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un terreau absolument formidable d'entrepreneurs en France. On a, pour prendre des éléments positifs, un nombre de créations d'entreprises qui est très élevé. On a de superbes entreprises. On a un problème massif de transmission. Et quel est le débat que nous avons aujourd'hui? C'est comment on fait pour remettre en cause le seul mécanisme qu'on avait mis en place ces dernières années pour faire en sorte de nous mettre à peu près au niveau des autres pays en matière de droit de transmission. Et on fait, à partir de là, des propositions en permanence de remise en cause, au nom d'ailleurs d'analyses économiques, très franchement, qui manquent totalement de rigueur scientifique. Vous prenez le rapport qui est sorti hier, il est fondé sur une analyse de l'Institut des politiques publiques qui compare non pas des transmissions avec du trade et sans du trade, parce qu'il n'y a pas de transmission sans du trade, donc on compare des transmissions à des cessions. Ça n'a strictement aucun rapport. Je veux dire, par définition, la situation de celui qui reprend l'entreprise n'est pas du tout la même. Donc ça n'a strictement... Et à partir de là, on en tire la conclusion que, écoutez, finalement, c'est pas tellement mieux que le reste, et donc il faut remettre tout ça en cause. Quand vous êtes chef d'entreprise, que vous savez que vous avez un sujet dans les 10 ans qui viennent, et que vous regardez et vous écoutez les journaux toute la journée aujourd'hui, vous faites quoi? C'est clair que vous n'avez pas envie d'investir. Et donc, c'est une illustration du fait qu'il faut que sur chacun des sujets, on ait un minimum de vision de moyen terme et un minimum de maîtrise des débats de court terme. Si on n'a pas ces deux éléments-là en même temps, il n'y aura pas de confiance. Et on a eu un moment, avec tous les défauts que ça pouvait avoir sur le plan budgétaire, moi j'ai vécu ça de près en tant que patron de la Fédération du Commerce, au moment du Covid. On était tous les soirs avec Bruno Le Maire, le président de la République au début, puis Bruno Le Maire, à se poser une question, on était 10, tous les soirs à 8 heures, qui était « Est-ce que l'économie française tient demain matin ?» Là, je peux vous dire que vous avez vraiment le sentiment d'un collectif dans lequel, et d'ailleurs il n'y avait personne autour, c'était formidable, l'administration avait inventé le télétravail sans ordinateur et donc il nous foutait la paix de manière assez royale. Il y avait 3 membres de cabinet qui étaient restés autour du ministre et on prenait les décisions au fur et à mesure. C'était Notre-Dame tous les jours, quoi. Et bien, si on arrivait un tout petit peu à refaire ça en se disant il y a 5-10 dossiers prioritaires et on y va de cette façon-là, moi je suis persuadé qu'on peut très rapidement changer la donne. Je suis fondamentalement optimiste sur la capacité que nous avons à rebondir à condition qu'on soit un peu tous dans la même barque. C'est vrai, Arnaud Montebourg, que ces crises questionnent un peu le rôle de l'État dans sa capacité à nous protéger. Est-ce que cette capacité aujourd'hui est sérieusement affaiblie de la part de l'État, de la part des politiques? Nous avons un État qui est en sinistré, c'est-à-dire qu'on l'a démonté par petits morceaux, il n'est pas financé, et par ailleurs, ce que disait tout à l'heure Alain Bauer sur cette espèce de sentiment de dissolution n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Donc on a en France, la politique c'est un contrat. Nous ne sommes pas une nation ethnique, nous sommes une nation contractuelle. Le contrat est fixé à travers l'État. Donc si l'État commence à s'affaiblir, la nation, soit elle s'écroule, soit elle se divise. Et vous voyez ce qu'on ressent en ce moment. C'est-à-dire la manière dont les Français n'arrivent pas à s'unir et à faire jonction. Et ils s'affrontent. Bon. Donc on a connu des périodes très difficiles dans notre pays quand le contrat s'était écroulé.
Eh ben, c'est ce qu'on est en train de vivre à bas bruit, lentement. Mais rien n'est perdu. Parce que il faut maintenant reconstruire. On l'a fait, franchement, après la libération, tout ce que nos anciens ont fait est absolument extraordinaire. Dans toutes les périodes difficiles, on a trouvé des ressources phénoménales. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit pays créatif, divers, et qui n'a pas d'autre choix que de s'unifier dans les moments critiques. Et donc, c'est exactement ce qui s'est produit dans tous ces moments-là. Donc, on va le autour de quoi ? Autour d'un contrat social ? D'un projet, d'un projet. La politique, c'est un projet. C'est comme une entreprise, c'est un projet. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Comment ? Mais il faut qu'il y ait quand même une énonciation, un consentement relatif. Se mettre d'accord sur le constat. Un diagnostic partagé, ça, je crois qu'on commence à voir à peu près les éléments, tout le monde est à peu près d'accord. Donc maintenant, la question, c'est les voies et les moyens. Là aussi, il y a des choses, beaucoup de choses qui sont sur la table, parce que le débat public sédimente quand même un certain nombre de propositions qui ne sont pas celles de la conjoncture parlementaire et qui sont effrayantes. Ça pour le coup, vraiment, moi je me souviens, pour répondre à Jacques Cressel et le remercier de son travail, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais pris l'industrie, je demande à Louis Gallois de venir. Louis Gallois avait été un grand capitaine d'industrie. On avait décidé il avait fait un rapport. Il avait dit, il doit y avoir des sujets intouchables. Le pacte Dutreil, pourtant, c'était une autre majorité qui l'avait inventé. Le crédit impôt recherche. Voilà, ça, on touche pas. Je suis allé d'ailleurs au Sénat, parce que comme les assemblées parlementaires ne font plus de loi, ils s'ennuient, alors ils font des commissions d'enquête. Alors j'ai été convoqué par 7 commissions d'enquête. Je leur ai répété, lisez le rapport Gallois, il a 10 ans, il faut pas bouger. Il faut être transpartisan sur ces questions-là et stabiliser ces questions-là pour que l'économie se sente confortée. Mais si vous voulez, c'est le concours Lépine de celui qui parle le mieux, qui a les idées les plus originales et parfois les plus stupides sans qu'ils le comprennent. Donc on a là une situation difficile. Mais si on regarde, mais tout ça est éphémère. Parce qu'il va y avoir un grand coup de balai, on l'a compris. Tout ça, ça va partir à la baille. Et il va falloir faire un reset, comme on dit en français moderne. Et on va se retrouver avec une nouvelle configuration dans pas longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il va falloir construire, méthodiquement, reconstruire l'État dans sa structure. Il y a 3 choses qui marchent très bien dans l'État, pour moi. L'armée, ça marche. On peut dire qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux géopolitiques. Les dirigeants de l'armée le disent eux-mêmes, mais c'est une structure qui fonctionne. 2, le fisc, très bon. Excellent. Et 3, la préfectorale. Pourquoi ? Parce que le préfet, c'est celui qui gère l'impossibilité d'agir de tout le reste. Et c'est des mecs, ils mettent les tuyaux, ils arrangent les coups et ils font tourner l'administration quand même. Bon, donc hommage à ces 3 corps. Tout le reste, c'est quand même compliqué. Enfin, quand je dis le mot compliqué est devenu le mot euphémisé pour dire c'est le bazar. Donc on reste au niveau franco-français, pas au niveau européen. Alors moi, je vais vous dire, je suis comme Pascal Boniface. Moi, on m'a vendu l'union fait la force. Je n'y ai jamais cru. Donc moi, au référendum de 2005, il y a 20 ans, j'ai voté non. Je n'ai aucune raison de regretter mon vote. Ça marche pas. On aurait pu avoir une Europe qui décide de fonctionner. L'intégration juridico-politique, ça ne marche pas. Ça paralyse les nations et elles-mêmes ne peut pas agir face au monde. Nous, on a besoin d'une Europe qui abandonne les enjeux domestiques, qui arrête d'emmerder les nations, en gros, les gouvernements. 60% de nos lois sont d'origine européenne, c'est absolument délirant. Et qui, en revanche, deviennent très fortes contre les périls extérieurs. Voilà. Or, sur les périls extérieurs, c'est 0, mais en revanche, pour nous faire âger continu des directives, des lois, des normes, etc., ça, ils savent faire. C'est la seule raison d'être de ce système qui aujourd'hui a perdu le soutien des populations. Donc pour moi, on m'a vendu quand même, tu vas pas être tout seul. Combien de fois j'ai entendu ça ? L'union fait la force. L'union fait la vassalité et l'insigne faiblesse. Donc là, le dernier argument pour défendre l'Europe, y compris par ceux qui, comme moi, ne sont pas anti-européens mais sont très critiques, est tombé ces derniers temps. Et donc là, il va bien, là aussi, falloir faire un reset. Voilà. On ne peut pas se contenter du statu quo.
Cressel, vous devez nous quitter. Je vous remercie, voilà, et je vous laisse partir, parce que je crois que vous avez un train à prendre. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je vous laisse filer. On va terminer sur les 5 dernières minutes de ce débat. Toujours la réglementation, par exemple, autour du numérique, c'est au niveau de l'Union européenne qu'elle peut se faire uniquement, non? Oui, mais est-ce Pascal Boniface, pour qu'elle ait un peu de poids vis-à-vis notamment des GAFAM. Pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud, le pire risque d'arriver parce qu'on va être obligé d'accepter l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui va encore plus désorganiser les choses. Nous allons tout payer, imposé par les États-Unis, qui eux vont avoir accès à leurs terres rares et dans lesquelles on n'aura rien. Donc on va dire oui, on a une obligation morale parce que l'Ukraine a été agressée, mais que c'était la conclusion d'Alain. Il y a aussi des intérêts permanents, mais en fait on n'ose pas parler en Europe des intérêts. C'est devenu un mot tabou, c'est un mot grossier. On ne parle plus qui parle d'intérêt national, qui parle des intérêts. On a dit mais non, nous on parle de valeurs. Et tant qu'on parle de valeurs, on parle pas d'intérêt, mais en fait on se fait avoir. À ne pas revendiquer, assumer d'avoir aussi des intérêts. Et du coup, on est soupçonné de défendre nos intérêts et de mettre les valeurs de façon hypocrite, ce qui est souvent le cas. Alors pour le numérique, c'est le grand enjeu effectivement qui vient, parce que il y a une offensive. Les grands groupes numériques américains se servent de Trump comme d'un bélier pour tout casser en Europe. C'est le but, c'est de défaire la législation. On s'est vanté d'avoir mis une amende de 3 milliards à Google, mais si on avait appliqué les critères, c'était 6 milliards, donc on l'a déjà cédé. Et on va voir si on résiste. Déjà, il y a un peu on dit que c'est pour préserver l'innovation, on réduit un peu ce qui a été prévu, mais enfin, est-ce que c'est pour préserver l'innovation ou pour satisfaire les désirs de Trump? Mais Trump nous fait un chantage king size sur le fait qu'il faut démanteler tout ce que l'on a fait. Or, c'était quelque chose qui était vu avec intérêt par d'autres pays. Et une fois encore, si le Brésil seul, qui n'est quand même pas la force de l'Union européenne, peut résister aux États-Unis et à Elon Musk, je ne vois pas au nom de quoi on ne serait pas capable de le faire. Il y a quand même, c'est pas la Chine, c'est le Brésil. L'Afrique du Sud aussi a résisté. Donc c'est vraiment dans nos têtes. C'est vraiment dans nos têtes. On vit sur des habitudes de dépendance et on a une dépendance psychologique qui se traduit par une dépendance géopolitique qui en plus ne sert à rien parce que pendant très longtemps on acceptait d'obéir aux Américains parce qu'au moins ils nous protégeaient. Là ils sont plus protecteurs, ils sont prédateurs. Donc il faut quand même s'en rendre compte. Au moins, Trump a la brutalité de la franchise, ce que n'avait pas Joe Biden. Mais on n'est même pas capable, je veux dire, normalement, quand on nous crache dessus, on ne dit pas qu'il pleut. Trump nous crache dessus, on dit qu'il pleut. C'est la pure psychologie, Stéphanie Villers, vous êtes d'accord ? Moi, je pense déjà que Donald Trump va plus avoir très longtemps les moyens de sa politique tarifaire. On le voit déjà, il est en train de baisser ses droits de douane parce qu'il y a une grogne interne aux États-Unis, parce que sur les produits notamment alimentaires, les Américains se retrouvent plus. Les prix de l'alimentation a repris à réaugmenter et les Américains, normalement l'Américain moyen voit son budget qui est de plus en plus contraint et ils n'ont pas élu Donald Trump pour ça. Rappelez-vous, Donald Trump avait dit je vais lutter contre l'inflation. Donc je pense que ça peut se faire tout seul. Il a besoin de ses électeurs. Donc on voit que l'inflation repart, on voit bien que la Fédérale Réserve a dit moi j'arrête de baisser les taux. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça va se faire de fait. Ensuite pour l'Union européenne, on voit effectivement tous les dysfonctionnements de l'Union européenne, mais c'est des dysfonctionnements passés et aujourd'hui. Il faut savoir que on n'a pas d'autre choix que d'aller vers une construction, améliorer la construction européenne, parce que je reviens au fait que seuls, on est des petites économies intermédiaires, on ne pourra pas faire face aux États-Unis et à la Chine. Il n'y a qu'à regarder l'idée farfelue du Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. Est-ce que il n'y a pas 10 ans, oui, il y a 9 ans. 9 ans après, où en est le Royaume-Uni ? Je veux dire, il n'y a pas de bénéfice à sortir de l'Union européenne et à lutter seul. Pour autant, on voit bien qu'il faut avancer. Il faut améliorer notre Union européenne. Et puis pour revenir à la France, effectivement, on a des vrais points positifs, notamment en matière de défense, quand on sait que l'Europe doit construire sa propre défense parce que les États-Unis se délestent de cette charge-là. Il conviendrait pour moi, en fait, de créer un livret défense comme on a créé un livret A. Le livret A, c'est du capital garanti et cet argent sert à financer les logements sociaux.
pourquoi ne pas faire la même chose sur la défense, d'autant qu'on sait bien que la défense, le secteur de la défense est porteur. On a besoin de se réarmer au niveau de l'Europe. Ce serait comme ça des objectifs qui permettraient aux Français en fait de flécher leur épargne là où il faut, là où c'est productif. Pour conclure, vous pensez que les Français ont envie d'investir dans la défense, qui est aussi un vecteur d'innovation technologique? Les Français ne comprennent pas pourquoi leur épargne ne sert pas l'économie française. Donc il y a un sujet bancaire là. Qu'est-ce que font nos banques qui racontent n'importe quoi à leurs clients et qui font pas le boulot? Donc on a un sujet bancaire en France. Et si on veut reconstruire un tant soit peu l'économie, on va devoir réformer drastiquement le système bancaire. À la Libération, on a créé les outils de financement dont avait besoin la reconstruction. Aujourd'hui, on n'a pas les outils de financement dont on a besoin pour remonter l'économie. Ça, c'est une clarté. Et même les dirigeants des bancaires reconnaissent qu'ils sont englués dans des systèmes bureaucratiques de réglementation délirante dont ils voudraient eux-mêmes pouvoir sortir. Donc on voit bien que on a un grave sujet là sur la table. Sur le reste, et Étienne de la Boétie, quand même, ça remonte, était l'élève de Montaigne, avait parlé dans son discours, c'est son œuvre unique d'ailleurs, parce qu'il est mort très jeune, le discours sur la servitude volontaire. Et il avait dit, la servitude, c'est juste une question d'habitude. Je trouve ça tout à fait d'actualité. C'est une habitude. Les Américains, c'est un peu ce que vous disiez les uns les autres. On est habitués à eux. Alors, on accepte tout, et y compris inacceptable. Alors pour répondre à Madame Villers, qui est une européenne fervente, je vais lui dire que ça ne sert à rien de dire on n'a pas le choix que d'aller en Europe. La question c'est comment on va réformer à coups de burin ce système qui ne marche pas. C'est ça notre sujet. Je sais pas, je sors ou je sors pas. Personne ne veut sortir en France de l'Union européenne. Pas même moi, vous voyez, qui suis pas d'accord du tout. Vous voyez. Mais ça marche pas. Donc il y a une chose que les Allemands ont su faire, c'est défendre la subsidiarité. C'est-à-dire toutes les institutions européennes qui sortent des traités, déjà, ne pas accepter leurs normes. Le tribunal de Karlsruhe a fait ça à plusieurs reprises. Il a une jurisprudence très établie. En France, on n'a pas juridiquement les juridictions nationales pour empêcher, ou en tout cas déclasser les normes venues d'Europe qui sont ultra vires, comme on dit chez les juristes, c'est-à-dire hors compétence. Il n'y a que ça. Par ailleurs, tout ce qui s'est passé sur l'énergie, c'est hors traité, hors compétence. N'avait rien à faire dans la décision européenne. S'il y avait eu aujourd'hui protection de nos intérêts au nom de la subsidiarité, je rappelle que dans le rapport qu'avait produit l'ancien président Giscard d'Estaing à l'époque de ce qu'il proposait comme étant l'avenir de l'Europe, ça s'appelait le Conseil pour l'avenir de l'Europe, qui a donné lieu à cette fameuse constitution rejetée, il y avait la défense des pouvoirs des nations par la subsidiarité. C'est-à-dire l'Europe, c'est un plus, mais ça ne peut pas être la dévoration par le haut, à jet continu et de façon sournoise de toutes les compétences nationales, parce qu'on paralyse les nations, on les fait disparaître, on les impuissante, mais si au moins on avait gagné en puissance collective, pas du tout. Donc là, il y a un problème à résoudre, redonner au moins ce qui nous est dû dans les textes. Commençons par ça. Et je vais vous dire, si on fait le ménage, on va retrouver de la respiration oxygénée. Pascal Boniface, juste un petit mot en conclusion. L'idée, c'est pas de sortir de l'Europe, mais c'est de plus faire valoir nos intérêts en Europe, de ne pas se faire un peu impressionner par les pays baltes qui disent nous on a besoin des États-Unis. C'est quand même un peu hallucinant de voir que c'est une petite minorité de pays européens qui ont tellement peur de la Russie qu'ils prônent cette servitude volontaire dont Arnaud parlait par rapport aux États-Unis. Donc il faut qu'on sorte de cela. Et bien sûr que Trump va baisser les taxes, mais le problème c'est que nous on a cédé, et donc il va le faire de lui-même. Il va pas le faire en fonction d'un rapport de force qu'on saura établir. Donc il faut qu'on établisse un rapport de force avec les États-Unis. Merci à tous les trois d'être venus. Voilà, on vous applaudit. Arnaud Montebourg, Stéphanie Villers, Pascal Boniface, merci beaucoup.